Le second avènement du Heartland. Il est tentant de visualiser l'écrasant débâcle de l'Occident collectif comme une fusée plus rapide que la chute libre, plongeant dans le maelstrom du vide de noir, de l'effondrement sociopolitique total. C'est avec ces mots que Pepe Escobar tadam, va nous permettre de faire une petite revue de presse à lui tout seul sur un certain nombre d'articles qui sont connectés les uns aux autres, et c'est là tout l'avantage de Newsnet, le site de la connexion des données. Notamment, pour lire cet article en entier, il faut avoir lu les précédents et ceux qui sont connectés. Alors le précédent, c'était Samarcande à la croisée des chemins, de Tamerlan à la Brie et à l'OCS. Il va falloir savoir ce que c'est, cette histoire de Tamerlan. Et le précédent qui était avant ça, c'était En route vers Samarcande, publié le 31 juillet, chez nous en tout cas. Et là aussi encore, ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Il fait aussi allusion dans son article à celui-là qu'on a vu ensemble, le masque de Pandore de Aleister Crowley. On avait étudié ce passage fulminant de la presse avec notre propre grille de lecture. Mais il n'empêche que l'article était principalement centré sur le fait de pouvoir traverser le miroir magique pour aller dans le monde imaginaire où on pouvait découvrir des choses absolument fantasques telles qu'elles se déroulent dans l'esprit des dirigeants occidentaux. C'était l'analyse de fond, en tout cas, qui était faite par Aleister Crowley à ce moment-là. Et donc, allons-y alors. On va retrouver les connexions au fur et à mesure de la lecture. La fin de leur histoire, les Occidentaux, s'avère être un processus historique accéléré aux ramifications stupéfiantes, bien plus profondes que celles de simples élites autoproclamées, via leurs messagers, qui sont grassement payés, tiens, je te file une villa, tiens, je te file un yacht, et tu peux raconter des bobards, autant que tu veux, qui dictent donc une dystopie engendrée par l'austérité et la financiarisation. Ce qu'elles ont choisi d'appeler une grande réinitialisation, puis dans la foulée, le grand récit en fait. Et là, il fait référence à un article qui parle de Klaus Schwab, d'accord, ok. On n'ira même pas voir, parce que rien que le nom, c'est comme si ça nous parlait de Marcel, le mec bourré du bar, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'il en a à dire. Mais bon, l'idée principale, c'est que déjà, ils ont décidé de l'appeler grande réinitialisation de façon perfide, parce que il y a grande réinitialisation, il est traditionnel qu'il y ait grande réinitialisation, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'une grande réinitialisation, ou en tout cas, dans leurs rêves et dans leur façon d'interpréter les choses, et dans leur monde imaginaire, la grande réinitialisation, c'est le moment où ils dégagent tout ce qu'il y a sur la table et ils y posent leurs fesses. C'est ça, hein, le principe. La financiarisation de tout. Et là, on va passer sur un passage qui est génial. La financiarisation de tout signifie la marchandisation totale de la vie elle-même. Dans son dernier livre, No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, ce qui se traduit par la faillite du monde d'aujourd'hui, en fait. Et donc, il n'y a pas encore de traduction, dit-il, en anglais. Le principal philosophe allemand contemporain, qui s'appelle Byung-Chul Han, qui en fait est coréen, analyse comment le capitalisme de l'information, contrairement au capitalisme industriel, transforme également l'immatériel en marchandise.
Dit-il, la vie elle-même acquiert une forme de marchandise. La différence entre culture et commerce disparaît. Les institutions de la culture sont présentées comme des marques rentables. L'intéressant, c'est la différence entre culture et commerce disparaît. Ça, c'est une notion que j'avais pas forcément établie dans mon livre, où précisément je parle de ça, dans la mesure où effectivement le capitalisme est fait pour les matières matérielles, pour les choses matérielles. Et quand tout d'un coup il est question de traiter l'information, et en particulier dans le domaine qui m'intéressait, c'était les logiciels, la musique, donc l'information, c'est les données informatiques. Comment est-ce qu'on peut financiariser comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça en fait, puisque ça pèse 0 gramme, ça coûte 0 $ à transporter, ça a peut-être un prix pour le fabriquer, mais une fois que c'est fabriqué, c'est bon, on n'a plus besoin de gagner de l'argent dessus. Ça sous-tend tout un autre système économique, tout ce qui est du domaine de l'immatériel. Ne colle pas au capitalisme. Il a fallu faire des cabrioles pour faire coller ça au capitalisme. Et d'un autre côté, il faut aussi faire remarquer, parce que là je parle encore de mon livre, parce que ce qu'il dit là, c'est exactement ce dont je parle dans mon livre. Et donc, comme il l'appelle le principal philosophe allemand contemporain, pour avoir dit un truc similaire à ce que j'ai raconté dans mon bouquin, je me sens flatté du coup. Le truc important, très important à voir, c'est que, alors ça c'est pas détaillé ici, mais l'idée c'est que l'humain devient une marchandise, tout devient une marchandise. Donc il parle de la financiarisation de tout, la marchandisation totale de la vie elle-même. Pardon. Ça c'est un truc qui est très important. C'est-à-dire que ce qui est matériel est commercialisable, ce qui est immatériel l'est aussi, et l'humain l'est aussi. Le long terme peut l'être. En réalité, ce qui se passe, le problème, et je ne vais pas m'étendre trop dessus parce que j'ai déjà fait énormément de discours là-dessus, c'est que tout est mis sur un même plan, et le fait de tout mettre sur un même plan crée des contradictions, des paradoxes, des confusions, des amalgames, et donc grâce à ces zones de ces zones floues en fait qu'il y a entre les domaines respectifs, on peut faire jouer facilement avec la dialectique les intérêts des uns et des autres sans se soucier vraiment de la logique de ce qu'on est en train de faire. Et donc au final, pour résumer en un seul mot, il se passe que tu as le travailleur qui produit un produit avec des matières premières. Les matières premières coûtent un prix, son travail coûte un prix, le produit qu'il produit coûte un prix, et on peut très bien échanger les uns contre les autres. On peut échanger les matières premières contre les produits contre du travail, le travail contre des matières premières, ainsi de suite, sur un même plan. Il n'y a aucune distinction entre elles, ce qui fait que du coup le travail s'estime en nombre de produits. Les matières premières et les ressources naturelles, ainsi que les investissements à long terme, peuvent s'exprimer en nombre de produits finis, etc. Donc il y a une énorme confusion entre les genres, ce qui fait que au final, il est tout à fait logique dans cette façon de faire que l'humain soit l'équivalent d'un produit, qu'une ressource naturelle soit un produit, etc. Parce que de toute façon, on ramène tout à ce que ça a de plus prosaïque et de plus efficace à comprendre. Donc, et on le voit souvent, hein, c'est ça, quand il y a une catastrophe naturelle, on dit oh là là, mon Dieu, il y a l'équivalent de 12 terrains de football qui sont partis en feu, l'équivalent de un an de production de machin. Voilà, tout est mesuré en fonction de ce que ça coûte. Et donc voilà le principal problème du capitalisme tel qu'il est. Et là, la question dont on parle ici, c'est vraiment, c'est devenu du coup un des tags de cet article, c'est la fin du capitalisme, c'est la fin de ce système qui arrive à ses limites, qui arrive à sa folie, au moment où la dialectique essaye de l'emporter sur la réalité, dans le but de servir des intérêts. Et bien forcément, ça fait naître des contradictions et des tensions, et tout d'un coup ça fait réfléchir, et on se dit, là peut-être qu'il va falloir arrêter de déconner. Voilà, je continue tranquillement maintenant ma lecture, c'était pour faire ce commentaire sur ce passage. La conséquence la plus toxique est que la commercialisation et la mercantilisation totale
de la culture ont eu pour effet de détruire la communauté. La communauté comme marchandise est à la fin de la communauté. C'est que la communauté en tant que système social arrive à sa fin si elle est considérée comme une marchandise. C'était une notion qu'il avait ajoutée, à laquelle j'avais pas forcément, sur laquelle j'avais pas forcément planché, le côté de la culture, le côté culturel. C'est vrai aussi que du coup, la culture est formatée pour pouvoir s'adapter à un système économique qui est dicté par la dialectique, les idéologies, etc. Et les idéologies, c'était un des principaux termes du masque de Pandore. C'était ça le principal problème. Idéologie en gras, clac, 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 ici. Voilà, ça c'est le fonds de commerce, et c'est en tout cas l'argumentation commerciale, le système de persuasion qui permet de franchir des barrières de la logique et de la raison et de ce qui marche et de ce qui est fonctionnel. C'est ce qui permet l'injustice, en termes généraux. Et donc la conséquence la plus toxique, c'est ça. La politique étrangère de la Chine, attention parce que ça va se compliquer là. On va commencer à parler des choses sérieuses. Attention, c'était déjà sérieux. Mais en fait, Pepe Escobar, depuis quelque temps, il s'est mis à étudier l'histoire apparemment, et ils nous ont fait profiter. Et c'est d'une richesse, et c'est incroyablement enrichissant de savoir des choses qu'on ne savait pas du tout, qu'on ne soupçonnait pas, qu'on ignorait totalement. Et il y a des pans entiers de l'histoire de l'humanité qui sont totalement inconnus de nous en Occident. On n'en a jamais entendu parler, même pas le moindre millimètre de quoi que ce soit. Et c'est des trucs qui sont extraordinairement phénoménaux, qui se sont passés tout au long de l'histoire et qui forgent la culture orientale actuelle. Donc la politique étrangère de la Chine sous Xi Jinping propose l'idée d'une communauté de destin partagé. Tiens, vers quoi il conduit cet article? Pour l'humanité, essentiellement un projet géopolitique et géoéconomique. Alors là, il n'a pas voulu, ok. Oh, pas le preview, ok, d'accord. J'enlèverai cette petite erreur que vous avez vu passer, c'est mon prochain travail. Donc voilà. Xi Jinping propose, déjà, c'est le plan de la Chine pour les 25 ans actuels, le système de communauté de destin partagé. Ça, c'est très important. Essentiellement un projet géopolitique et géoéconomique. Pourtant, la Chine n'a pas encore amassé suffisamment de soft power pour traduire cette idée sur le plan culturel et séduire les vastes pans du monde. Ça concerne surtout l'Occident, pour qui la culture, l'histoire, les philosophies chinoises sont pratiquement incompréhensibles. En Asie intérieure, où je me trouve actuellement, dit-il, quelle chance. La naissance d'un passé glorieux peut servir d'autres exemples de communautés partagées. La nécropole de Shaki Zinda à Samarcande est un autre exemple éclatant. Et là, Samarcande, tu vas dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. Attends. Ce qu'il faut, c'est remonter dans le truc. Samarcande à la croisée des chemins. En route pour Samarcande. Qu'est-ce qui se passe à Samarcande? L'OCS et d'autres organisations pan-eurasiennes jouent un jeu complètement différent, respectueux, consensuel, et c'est pourquoi elles attirent toute l'attention de la plupart des pays du Sud. Après là-dessus, on peut encore faire un lien avec une autre série d'articles, on peut le faire tout de suite, sur Blinken, ou alors je te fais le résumé rapidement, Blinken qui est allé en Afrique, juste après Macron, où Macron s'est pris les pieds dans le tapis et il a continué à se comporter comme un gros con. Ça se dit pas? On dit pas les gros mots parce que c'est pas bien, mais par contre on peut parler de choses d'une gravité phénoménalement, historiquement invraisemblable. Mais on dit pas les gros mots. Bref, Macron s'est planté la gueule comme un ouf en Afrique, et juste après Blinken est arrivé en disant voilà, moi je vais être poli, je vais être gentil avec vous, on s'inquiète pas trop de ce que font les autres pays, on veut juste avoir des bonnes relations, nanana. Ok, super. Hypocrisie maximale. Ça s'appelle parler sans y penser, mais c'est juste dire ce qu'il faut pour que ça marche,
quel que soit le discours qui est attendu. Et ils s'imaginent, ou en tout cas les gens comme ça s'imaginent, les psychopathes en général, pensent que leur façon de faire est totalement invisible, indétectable, que leur plan va marcher nickel, que de toute façon les gens ils réagissent comme comme des robots quand ils sont conditionnés, on leur dit ce qu'il faut. Alors l'idée c'est que, mais je vous dis les mêmes mots que les Chinois, mais les Chinois vous les aimez et pas moi. Ouais. Voilà où il en est Blinken en fait, dans sa relation avec l'Afrique. Alors que, du coup, par contre, l'Afrique, le Grand Sud en fait, on l'appelle aujourd'hui, est totalement séduit techniquement, philosophiquement, euh, impliqué, encouragé avec l'état d'esprit russe, chinois, où ils se retrouvent totalement. Et surtout, bah, ils sont dans un partenariat de type gagnant-gagnant, de type communauté de destin. Il y a des grands principes qui sont à l'œuvre, et donc forcément, à côté de ça, l'Occident, eh ben, ils n'ont plus rien à proposer en fait dans leur, dans leur petit sac. Et Samarcande, c'est quoi? Le conseil? La réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCS à Tashkent, vendredi dernier, donc ça c'était déjà il y a un petit moment, c'était le 31 juillet, a porté sur les affaires très sérieuses. Il s'agissait de la réunion préparatoire clé avant le sommet de l'OCS qui se tiendra à la mi-septembre, donc bientôt le mois prochain, dans la légendaire Samarcande, où l'OCS publiera une déclaration de Samarcande très attendue. Et Samarcande, ça nous rappelle un peu, si tu as suivi un peu l'histoire, le fait de, je l'avais mis là, la carte de visite, la carte de visite de Pepe Escobar, je l'ai tagué avec Pepe Escobar, et là tu peux trouver cette fameuse carte de visite dont il a parlé plein de fois. On avait beaucoup rigolé avec ça. Alors il n'est pas là, la carte de visite hypersonique de Monsieur Samar en fait. Attends, je te retrouve avant. Ah ouais, 30 jours on l'a. Ouais, ok, d'accord. Oh bah non, je l'ai plus. Il avait fait toute une série de blagues avec ça. Voilà, ça a duré depuis 3 mois quand même, hein, sa série de blagues avec la carte de visite de Monsieur Samar. Oh, je me demandais si Monsieur Samar ça avait un lien avec euh, son histoire. Alors, je sais pas si... Non, celui-là, ok. C'était celui-là alors. On va en trouver un quand même, Monsieur Samar. Monsieur Samar sera enclin à distribuer sa carte de visite. En fait, la carte de visite, c'est comme... c'est l'idée, c'est... le mec, il arrive dans son bureau, il voit une carte de visite, il fait, tiens, quelqu'un est rentré dans mon bureau et a posé une carte de visite. C'est étrange. Monsieur Samar. L'idée, c'est que le missile hypersonique, il arrive avant même qu'on ait le temps de se rendre compte. Donc, le, le truc, le truc, il a déjà explosé depuis longtemps, avant même qu'il se soit posé la moindre question. C'est ça la carte de visite de Monsieur Samar. Donc, je me demandais si ça avait un rapport relativement léger avec Samarcande. Donc voilà, au départ, il nous parlait de Samarcande ici, parce qu'il va y avoir cette réunion de l'OCS. Et donc ça, c'est un article encore qu'il faut lire en entier aussi. Notamment, est-ce que j'avais noté des choses? C'est vie afghane, ta. Attends, je vais te retrouver ça. Il y avait ce passage, voilà. Doit-elle abandonner? L'OCS doit-elle abandonner le dollar américain? Chaque pays de l'OCS doit décider lui-même dans quelle mesure il se sent à l'aise de dépendre du dollar, en tenant compte du manque absolu de fiabilité de cette monnaie pour d'éventuels abus. Les Américains y ont recours plus d'une fois à l'égard d'un certain nombre d'États. Je ne sais plus pourquoi j'avais noté ça, mais c'était le centre principal de l'argument, l'argument anti-occidental en général. Ok, ok, d'accord, très bien. Ça, c'est en route pour Samarcande, on se prépare. Ce qu'il y a, c'est que juste avant cet article, en route pour Samarcande, il avait pondu un autre article qui n'est pas dans cette série, mais qui va être connecté de façon très intéressante à ce qui se passe. Parce que on nous parle d'histoire, et c'est dans cet article-là que il avait fait un retour sur l'histoire orientale, alors de Balkh à Konya,
à la découverte de la géopolitique spirituelle de Rumi. Et cet article, qui date du 1er août, est extrêmement instructif. On apprend des choses, on n'en a jamais entendu parler avant. Et donc ça parle de Jalal al-Din Rumi, synonyme de mysticisme islamique. Excusez-moi, ce bruit a lieu des fois de temps en temps. Un bruit qui se passe. Dans mon vaisseau spatial, il y a des bruits, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, Jalal al-Din Rumi, j'aimerais bien savoir comment ça se prononce. Le mysticisme islamique recherche une recherche plus approfondie, met en lumière les changements et les bouleversements politiques en Asie occidentale qui ont façonné son monde et sa vision d'un autre monde. Alors, j'avais noté des trucs vachement bien là-dedans. Un moufti est par définition un amoureux de Dieu. Le mysticisme islamique considère 3 étapes de la connaissance. Ah ouais, c'était très intéressant ça. C'était par là, je crois. Voilà, je vais y aller à la main. Ouais, j'aime bien ça parce que je connais bien l'histoire de ce niveau, de ce dont ça parle là. Et dans sa première étape, on essaie de trouver Dieu par la preuve intellectuelle. L'échec est inévitable dans cette étape. En tout cas, c'est, on appelle ça aussi parfois le niveau bipolaire en fait, en quelque sorte. C'est le niveau matériel des choses. Donc on est en train de tâtonner la réalité. Ok, mais il faut quand même être curieux. Et au 2e stade, on peut être à l'écoute des secrets divins. On peut se demander s'il y a du sens dans les choses qu'on fait et si on peut commencer à prévoir, à faire des projections sur ce qui pourrait arriver d'après ce qu'on sait. On essaie de comprendre les lois qui sont à l'œuvre. Au 3e stade, on est capable de voir la réalité et de la comprendre spirituellement. À ce moment-là, c'est Matrix avec les lumières, il voit tout, il prévoit tout, il contrôle, il maîtrise, il est totalement dans l'harmonie avec l'univers. Tu es un avec l'univers. Et donc, tout est logique, tout est stable, tout est normal. Et même les choses les plus surprenantes ne sont pas vraiment surprenantes. En tout cas, il y a eu 36 moyens de s'y préparer, etc. D'un chemin qui n'est pas très différent de celui de l'illumination dans le bouddhisme. Donc ça, c'était dans la culture de cette époque. Et en plus de ces 3 étapes, il existe des chemins à suivre vers Dieu. Le choix d'une voie, le tariqat, est une affaire très compliquée. Il peut s'agir de n'importe quel ordre soufi, tel que le Malveya, d'accord, Qadriya, Naqshbandiya, sous la direction d'un cheikh de cette tariqat particulière. Alors il faut s'accrocher pour lire cet article. Il faut lire tous les mots, il ne faut pas sauter, il ne faut pas dire le machin du truc de machin. Sinon ça perd toute sa saveur. Et le principal truc dont il nous parle, c'est alors, voilà, Rumi était sur le point de terminer ce 6e volume du Masnavi, il tomba malade. Ok, d'accord. Donc, en gros, vous pourrez suivre l'histoire de Rumi sur la route des 3 avec ses 300 chameaux. Le maître d'Anatolie. Enfin, Rumi a vécu dans la légendaire Balkh, partie du Khorasan, au nord de l'Afghanistan, capitale de l'empire khwarezmien. Lorsque lui et son père étaient encore le roi, lorsque lui et son père y étaient encore dans cette ville, le roi était Ala al-Din, issu d'une dynastie établie par un esclave turc. C'est qu'il s'en est passé des choses. Après une série d'affrontements royaux incroyablement désordonnés, Ala al-Din s'est vu opposé au roi de Samarcande, Osman Khan. Cela s'est terminé par un massacre en 1212, au cours duquel les soldats de Ala al-Din ont tué 10 000 personnes à Samarcande. Le jeune Rumi a été choqué. Ala al-Din voulait
être rien de moins que le souverain absolu de tout le monde musulman. Il refusait d'obéir au calife de Bagdad. Il a même commencé à avoir des vues sur la Chine, où Gengis Khan avait déjà conquis Pékin. Ala al-Din a envoyé un émissaire en Chine, qui a été bien traité par Gengis, qui avait l'œil sur lui, quoi d'autre. En tout cas, Gengis Khan qui avait l'œil sur les bonnes affaires entre les deux empires. Gengis Khan a renvoyé les ambassadeurs chargés de cadeaux. Ala al-Din les a reçus en Transoxiane en 1218. Mais alors, le gouverneur d'une de ces provinces, un proche parent, a volé et tué des Mongols. Gengis a exigé une punition. Le sultan a refusé. Il ne faut pas chercher la bagarre avec Gengis Khan. Il a alors entrepris une série de massacres en Perse et inévitablement l'empire khwarazmien, ainsi que ses grandes villes, Samarcande, Boukhara, Balkh, Merv, se sont effondrés. À ce moment-là, Rumi et son père étaient déjà partis. Comme Bagdad, chacune de ces fabuleuses villes était un centre d'apprentissage. Le Balkh de Rumi avait une culture mixte d'arabes, de sassanides, de turcs, de bouddhistes et de chrétiens. Après Alexandre le Grand, Balkh est devenu le centre de la gréco-bactriane. Juste avant l'arrivée de l'islam, c'était un centre bouddhiste et un centre d'enseignement zoroastrien. Tout le long, l'un des grands centres des anciennes routes de la soie. Je continue à lire, c'est trop bien. Les héros du Masnavi de Rumi, Ibrahim Adam, comme Bouddha, avait renoncé à son trône par amour de Dieu, donnant ainsi l'exemple au soufisme qui s'épanouira plus tard sous ses latitudes, connu sous le nom d'école de Khorasani. Comme le dit le professeur Erkan Turkmen, né à Peshawar, et aujourd'hui éminent chercheur de l'université de Karatai de Konya, auteur entre autres d'un beau volume intitulé Rose du jardin de Rose de Rumi, il existe deux sources fiables pour l'extraordinaire pèlerinage du Baeddin, le père de Rumi, et de sa famille de Balkh à Konya, avec des livres, de la nourriture et des articles ménagers chargés sur le dos de 300 chameaux accompagnés de 40 religieux. Les sources, inévitablement, sont le père et le fils. Le récit de Rumi est écrit en vers. La première grande étape fut Bagdad. Au port de l'entrée, les gardes ont demandé qui ils étaient. Le père de Rumi a répondu « Nous venons de Dieu et nous retournerons vers lui. » C'est tout ce que tu as besoin de savoir, mec. Nous sommes venus du monde inexistant et nous y retournerons. Nous y retournerons un jour. Le calife al-Nasir a convoqué son principal érudit, Shoureverdi, qui a immédiatement donné le feu vert aux nouveaux arrivants. Le père de Rumi ne voulait pas rester sous la protection du calife, qui était connu pour sa cruauté. Après quelques années, ils sont donc partis à la Mecque pour le Hadja, puis à Damas, une ville extrêmement bien organisée à l'époque, des Abbassides et des Seldoukides, qui comptait 660 mosquées, plus de 40 madrasas, 100 bains, c'est important les bains, et de nombreux érudits célèbres. Les dernières étapes du voyage familial ont été Erzincan en Anatolie, déjà un centre de commerce et de culture, puis la Rande, aujourd'hui Kamaran, à 100 km au sud de Konya. Aujourd'hui, Kamaran n'est qu'une petite province turque, mais à l'époque, elle s'étendait jusqu'à Antalya, au sud. Elle abritait beaucoup de Turcs chrétiens qui écrivaient le turc en utilisant l'alphabet grec, ce qui est assez exceptionnel. Et c'est là que Rumi s'est marié. Par la suite, son père a été invité par le sultan Ala al-Din Kaikab Ier de 1220 à 1237 à Konya, où il s'est finalement établi avec sa famille jusqu'à sa mort en 1231. Et donc, les Seldjoukides d'Anatolie sont entrés dans l'histoire en 1075, donc, lorsque Alp Arslan a vaincu les Byzantins
lors de la légendaire bataille de Manzikert. Un siècle plus tard, en 1107, Kiliç Arslan a vaincu les croisés et l'empire Selçukide a commencé à s'étendre très rapidement. Il a fallu quelques décennies pour que les chrétiens commencent à accepter l'inévitable, la présence de Turcs en Anatolie. Puis, plus tard, ils ont même commencé à se mélanger. L'âge d'or des Selçukides se situe sous le règne du sultan Ala al-Din Kaykubat Ier, celui qui a invité la famille de Rumi à Konya, et qui a construit des citadelles autour de Konya et Kayseri pour les protéger de l'invasion mongole à venir, et qui passait ses hivers sur la magnifique côte méditerranéenne à Antalya. À Konya, Rumi n'a pas fait de politique et ne semble pas avoir eu de relation étroite avec la famille royale. Il était largement connu sous le nom de Mevlana, notre maître, ou de Rumi, l'Anatolien. En Turquie, il est aujourd'hui simplement connu sous le nom de Mevlana, et en Occident sous celui de Rumi. Dans sa poésie lyrique, il utilise le pseudonyme de Kamush, le silencieux, et l'AKP du sultan Recep Tayyip Erdogan, une entreprise hautement matérialiste qui se vautre dans les affaires douteuses, n'est pas vraiment friande du soufisme de Rumi. Entre parenthèses, cela dit en passant. Oh mon Dieu, vous lirez l'article, la suite, et, pour connaître la vie de ce Rumi, qui visiblement a laissé un souvenir impérissable. Voilà, et notamment donc par les trois étapes du voyage qui sont citées ici, dont on a parlé au début. Ça, c'était pour revenir dans l'histoire passée. Et en route pour Samarcande, c'est le moment où on va aller faire un petit tour dans ce nouveau pays. Ok, d'accord, très bien. L'article suivant, c'était Samarcande à la croisée des chemins. Alors, de Tamerlan à la Brie et à l'Océase. Attends, on va revenir sur Tamerlan, parce que ça, c'est encore un autre personnage historique. Parce que c'était bien de parler de Rumi. Où est-ce qu'il est? Rumi qui est là. Mais Tamerlan, ça va être un des sujets. Parce qu'on n'a pas fini notre article sur Samarcande. Ici, on est revenu dans l'article qui vient juste de paraître, donc le second avènement du Heartland. Le Heartland, déjà en lui-même, c'est... on en parle souvent sous différents termes, en fait. Le cœur du pays, c'est la troisième Rome, on le dit souvent. On parle de la troisième Rome pour la Russie. Le Heartland, fait partie de la conception occidentale du monde, donc où c'est très, j'allais dire anthropocentriste, mais c'est civilisationnocentriste, bon voilà, en quelque sorte, un Heartland au centre du monde. Un centre du monde déjà, le fait qu'il y ait un centre du monde, c'est déjà quelque chose de très primitif au niveau anthropologique. Et donc, c'est pas non plus, tant qu'on pense comme ça, en termes de Heartland, c'est même pas celui qu'on croyait être le centre du monde qui l'est finalement. Et l'enjeu du système multipolaire, évidemment, c'est l'inverse d'un Heartland. C'est un système multipolaire, ça s'appelle. Donc voilà, il y a déjà toute une réflexion sur ce thème au départ. Donc revenons tranquillement dans notre pays, en Asie intérieure, où je me trouve actuellement, la naissance d'un passé glorieux. Alors, quand il va dans un pays, Pepe Escobar, il te dit tout, hein, il lit tous les bouquins, c'est incroyable. C'est tellement enrichissant, et quelle chance il a de pouvoir aller se promener là-bas. Bon, la renaissance d'un passé glorieux peut offrir d'autres exemples de communautés partagées. La nécropole de Shakizinda à Samarcande en est un exemple éclatant. Et là, on voit une photo qui n'était pas publiée à l'origine sur l'article en français. Il aurait fallu que j'aille la chercher sur l'original en anglais. Et donc on voit en arrière-plan le méchant Tamerlan. Là, lui, le petit bonhomme qui est ici. Ici, ce sont les ruines de l'immense Aksara du XVe siècle. Belle ruine, hein, avec des beaux motifs. On fabrique toujours aujourd'hui des céramiques colorées comme ça, avec des pigments rouge et bleu. C'est une tradition qui est conservée.
C'est un travail d'artisan extrêmement minutieux quand même, et même un travail d'artiste. Et là, au fond, on voit la statue de Tamerlan. Qui d'autre? Qui ça pouvait être d'autre que Tamerlan? Oui, mais vous connaissez pas du tout Tamerlan, vous êtes des Occidentaux. Et c'est là qu'il faut revenir à cet article. Samarcande, à la croisée des chemins, de Tamerlan à la Brie et à l'OCS. Tamerlan, dis-tu? Non mais attends, il faut tous se les faire. Voilà, allons-y comme ça. Oh, allons-y comme ça. Bon, allons-y comme ça, hein. Allez, attends, je te prends mon jus de carotte et je reviens. Toujours avoir un jus de carotte sous la main. Très pratique. Dans son ancien rôle sur la route de la soie au projet chinois de la Brie, l'Ouzbékistan est appelé à rester un centre géoéconomique important en Asie centrale. Et jusqu'ici, pour nous, l'Ouzbékistan, c'est un pays... c'est comme pour nous quand on demande aux Américains où se trouve la France sur la carte du monde. On sait pas trop. L'ultime ville de la route de la soie, située à un carrefour commercial eurasiatique inégalé, est l'endroit idéal pour examiner la prochaine étape de l'aventure des nouvelles routes de la soie. Pour commencer le prochain sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, se tiendra à Samarcande à la mi-septembre. La cité antique a ébloui Alexandre le Grand en 329 avant Jésus-Christ et rendu folle la dynastie Tang pour ses péchés dorés. C'est un centre cosmopolite qui embrasait la culture du feu zoroastrien et flirtait même avec le christianisme nestorien, jusqu'à ce que les conquérants arabes, sous la bannière du prophète, arrivent en 712 et la changent à tout jamais. Au XIIIe siècle, les Mongols ont fait irruption, finalement, ils sont quand même arrivés alors, sur la scène, et le proverbial Bang, puis Tamerlan, le conquérant turco-mongol, qui a fondé la dynastie des Timurides à la fin du XIVe siècle, a entrepris d'embellir Samarcande pour en faire un diamant resplendissant, faisant appel à des artistes de tout son vaste empire, Perse, Syrie, Inde, pour en faire moins une maison qu'un merveilleux trophée. Et pourtant, Tamerlan, nomade par excellence, vivait dans des tentes et des jardins luxueux, à la périphérie de son joyau urbain. La frénésie commerciale de la route de la soie s'est calmée au XVe siècle, après que les Européens aient finalement découvert leur propre route de la soie maritime. La Russie a conquis Samarcande en 1868. Elle a été, mais brièvement, la capitale de la République socialiste d'Ouzbékistan, avant d'être transférée à Tachkent, puis jusqu'en 1991, elle a sombré dans l'invisibilité. Aujourd'hui, la ville est prête à renouer avec son ancienne gloire en tant que plaque tournante du siècle eurasien. Que penserait Tamerlan de tout ça? Le conquérant du monde. Tamerlan est né dans un petit village à l'extérieur de Samarcande, dans un clan de Mongols turquisés, un siècle seulement après la mort de Gengis Khan. Touché par les flèches à l'épaule et à la hanche droite, et il n'avait que 27 ans, il s'est vu attribuer le surnom persan péjoratif de Timur il-Neme, ce qui veut dire Timur le boiteux, l'éclopé, et plus tard latinisé en Tamerlan. D'où son nom. Comme pour Gengis, il ne faut pas chercher la bagarre avec Tamerlan. Il s'est mis en tête de devenir le conquérant du monde et a livré un grand nombre de batailles. Tamerlan a vaincu le sultan ottoman Bayazid à Ankara. Et surtout, ne le dites pas aux Turcs, ça les frustre, ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Il a détruit la horde d'or dans les steppes kazakhs. Il a bombardé les armées chrétiennes à Smyrne, l'actuel Izmir, avec des boulets de canon faits de têtes coupées. À Bagdad en 1401, ils s'en souviennent encore à Bagdad. Ils s'en souviennent même vivement. Comme je l'ai entendu en 2003, les soldats ont tué 90 000 habitants et cimenté leur tête dans 120 tours. Il a régné sur les routes commerciales de Delhi à Damas
Et il a inspiré la poésie d'Edgar Allan Poe, le drame de Christopher Marlowe, l'opéra de Vivaldi, etc. Il a inspiré l'opéra de Vivaldi quand même, hein, c'est incroyable. Et le coup des 120 têtes mises dans des tours, quand il disait qu'il n'avait rien à envier à Gengis Khan, c'est pas pour rien. Hein. C'est un assassin quand même le mec. Alors l'Occident, zombifié, réveillé, collectif, tournerait en dérision Tamerlan. Aujourd'hui, c'est ce qu'il ferait, comme le proverbial autocrate ou un dictateur comme Vladimir Poutine. Alors ce serait absurde. Il était islamisé et turquisé, mais jamais fanatique sur le plan religieux comme les djihadistes salafistes d'aujourd'hui. Il était analphabète, mais il parlait couramment le persan et le turc. Il n'était pas stupide non plus. Il a toujours montré un énorme respect pour les érudits. Il était un nomade, toujours en mouvement, qui a supervisé la création d'une des architectures urbaines les plus éblouissantes de l'histoire du monde. Chaque soir, à 21h, devant l'éclairage psychédélique enveloppant le trésor architectural du Régistan, place de Sable, à l'origine, un bazar dans un carrefour commercial, au milieu des conversations floues d'innombrables familles de Samarcande, les mots de Tamerlan résonnent encore. Celui qui doute de notre pouvoir regarde nos bâtiments. Et Tamerlan est mort en 1405 à Otrar, aujourd'hui le sud du Kazakhstan, alors qu'il préparait la mère de toutes les campagnes, l'invasion de la Chine des Ming. Et c'est l'un des plus grands essais de l'histoire. Tamerlan aurait-il été capable d'islamiser la Chine confucianiste? Aurait-il laissé sa marque, à l'instar des Mongols qui sont encore très présents dans l'inconscient collectif russe? Toutes ces questions tourbillonnent dans notre esprit lorsque nous sommes face à la tombe de Tamerlan. Et une étonnante dalle noire de jade dans le Gour-i-Mir, en réalité un sanctuaire très modeste, entouré de son conseiller spirituel Mir Saïd Baraka, et des membres de sa famille comme son petit-fils, l'astronome vedette Ulugh Beg. Et là, Ulugh Beg, c'est encore un autre personnage historique phénoménal, et dont il reparlera ensuite. Il faudra le mettre quelque part. Tiens, je le mets dans le copier. Alors, de Tamerlan à Poutine exil. Alors après, c'est l'histoire du fait qu'ils vont... la ville de Tashkent va renaître. Et en fait, l'idée, c'est que ils vont investir, et un peu de la même manière, mais avec des façons de faire un peu moins brutales. Le but, c'est de transformer des villes en grandes villes, d'en faire des joyaux, d'apporter de la richesse, etc. C'est toujours la même activité principale des personnes qui veulent entrer dans l'histoire, ou des personnes qui entrent dans l'histoire, dont on a Poutine exil dans la même foulée que Tamerlan. Seulement, il va peut-être pas mettre des têtes dans des bâtiments, ou s'en servir comme boulet de canon. À moins que ce soit sur le plan spirituel, ou en tout cas sur le plan imagé. Mais tous les chemins mènent à l'abri. L'approche chinoise, définie par son ambitieuse initiative Ceinture et Route, donc on est dans un système plus civilisé quand même, où cette fois-ci on cherche quand même à faire usage de règles et de normes qui ne peuvent pas se retourner contre nous. Donc l'intérêt, c'est quand même d'avoir une stratégie qui, par la force des choses, grâce à l'expérience de l'histoire et en suivant le mouvement naturel de l'évolution qui est à la fois corticale, culturelle, par la force des choses, donc les stratégies de conquête sont à la recherche de l'éthique et à la découverte des lois morales universelles. Et à chaque fois, on fait un pas en avant dans ce sens. Et c'est ça le chemin, le trajet
des civilisations en termes généraux. Nous, on vient d'un passé très proche, barbare, brutal, etc. Et on passe aujourd'hui par ce présent où on a des stratégies et des conflits, etc. Mais le chemin global, c'est celui que je vous ai dit, c'est celui de la recherche des lois morales qui sont efficaces, simplement, et qui fonctionnent, et qui font qu'au final, tout le monde s'en sort gagnant. C'est ça l'histoire. Et donc, voilà. Ça, c'était pour Tamerlan. À l'époque de l'ancienne route de la soie, ça n'avait aucun sens. Alors, qu'est-ce qui n'avait aucun sens? Ah oui, le fait que dans l'ancien temps, l'ancienne route de la soie pouvait se faire arrêter par un bouquet d'arbres ou même un monument brutaliste en bord de route. Et ça pouvait soudainement créer de nouvelles frontières, tout à fait imprévisibles. Ouais, ça c'est donc intéressant. Et donc pour la nouvelle route de la soie, enfin, pour les nouvelles routes de la soie, c'est pas ce genre de choses qui va les bloquer. Tamerlan a tout conquis, du nord à l'Inde, de la mer Noire. Aujourd'hui, il est difficile de trouver quelqu'un à Tashkent pour vous faire traverser la frontière vers le Turkestan, en passant par Chimkent, tous deux désormais situés dans le sud du Kazakhstan, et revenir avec un minimum de tracasseries frontalières, sans ou en tout cas sans un minimum de tracasseries frontalières. Le sultan Erdogan veut renforcer la réputation du Turkestan en le nommant capitale de tous les peuples turcs, et c'est très discutable, mais c'est une autre longue histoire. C'est vrai que c'est un des plans actuels, il y a toujours des choses comme ça qui se passent. Et en passant donc, sous Karimov, l'Ouzbékistan a rapidement récupéré Tamerlan comme son héros national définitif, et s'est fortement investi pour faire revivre toute la gloire passée timouride. Dans ce processus, Karimov n'a pas manqué l'occasion de se faire passer pour le Tamerlan moderne en costume d'affaires. Donc voilà, on a quand même compris qui était le Tamerlan, et du coup ça nous donne un adjectif pour décrire des activités contemporaines. Et la Chine s'investit de plus en plus dans l'utilisation de l'OCS pour donner un coup de fouet à une surmultiplication géopolitique, même si certaines de ces propositions, telles que l'établissement d'une zone de libre-échange, etc., et d'une banque de développement commun, et l'OCS, ne sont pas toujours matérialisées. Enfin, toujours pas, en tout cas. Ça pourrait finir par arriver dans le sillage de l'hystérie russophobe occidentale liée aux sanctions. Nanana. À chaque sommet de l'OCS, les prêts de Pékin sont acceptés avec joie. Et ça, tu vois, ça prend beaucoup d'ampleur et de profondeur quand on a lu ce qui s'est passé avant dans l'histoire. Et souvent des conquérants de nouveaux pays, quand on dit que Tamerlan a conquis de très nombreux pays sur un très vaste territoire, c'était pas forcément par la guerre, ou en tout cas par la force, c'est aussi en étant reçu avec plaisir. Ça, c'est quand même important à noter. Et c'est comme ça que l'OCS compte bien conquérir des nouveaux pays, en fait, tout simplement, et par des prêts. Et les prêts de Pékin sont acceptés avec joie par les acteurs d'Asie centrale. Samarcande, le mois prochain, pourrait annoncer un saut qualitatif de convergence. La Russie et la Chine, encore plus impliquées dans le retour de l'Asie intérieure sur le devant de la scène géoéconomique. Ça donne de la résonance, hein, quand même, d'avoir tout ce passé en tête au moment où on parle de ça. C'est vraiment presque émouvant, mais bon, on va pas non plus faire dans l'émotion, mais moi je me positionne en tant qu'observateur de l'histoire qui se joue. Et donc, Afrasiab, l'ancienne colonie pré-Samarcande,
avait été détruite par les hordes de Gengis Khan en 1221. Le seul bâtiment qui a été préservé est le principal sanctuaire de la ville, Shaki Zinda, ici là. Je crois que c'est lui. Bien plus tard, ou peut-être pas d'ailleurs, au milieu du XVe siècle, l'astronome vedette Ulugh Beg, lui-même le petit-fils du conquérant du monde turco-mongol Tamerlan, a déclenché rien de moins qu'une renaissance culturelle. Il a convoqué des architectes et des artisans des quatre coins de l'empire timouride et du monde islamique pour travailler dans ce qui est devenu un véritable laboratoire de création artistique. L'avenue des 44 tombes de Shaki Zinda représente les maîtres de différentes écoles, créant harmonieusement une synthèse unique des styles de l'architecture islamique. Le décor le plus remarquable de Shaki Zinda est constitué de stalactites, oh ça j'adore ce passage, pardon, accrochés en grappe comme les parties supérieures de niches des portails. Un voyageur du début du XVIIIe siècle les a décrites comme de magnifiques stalactites suspendus comme des étoiles au-dessus du mausolée, font comprendre l'éternité du ciel et de notre fragilité. T'imagines que les stalactites, elles peuvent tomber, elles sont menaçantes, c'est comme des épées de Damoclès en fait. Elles sont accrochées au ciel. Et donc quand tu es en dessous et que tu regardes ça, tu te dis à la fois c'est beau et à la fois tu es pris par le risque du danger quand même. Tu es saisi de l'intérieur. C'est pour ça que ça doit être vraiment très saisissant comme spectacle. Au XVe siècle, les stalactites étaient appelés les Mukarna, ce qui signifie au sens figuré ciel étoilé. Le ciel protecteur de la communauté. Le complexe de Shaki Zinda est aujourd'hui le centre d'un effort délibéré du gouvernement ouzbek pour redonner à Samarcande sa gloire passée. Les concepts transhistoriques centraux sont l'harmonie et la communauté, et cela va bien au-delà de l'islam. En guise de contraste, l'inestimable Aleister Crooke a illustré la mort de l'eurocentrisme en faisant... Alors c'était là, c'était dans cet article que nous avons vu, on parlait du masque de Pandore, où notamment c'est surtout le miroir aux alouettes qui permet de passer dans un monde imaginaire où Alice elle-même est qualifiable de folle d'être là par ceux qui sont là et qui sont eux-mêmes complètement fous. Bref, c'est un monde un monde c'est quoi le mot? Hurluberluesque. Un truc comme ça. Donc c'est comme ça qu'en tout cas a été illustrée la mort de l'eurocentrisme en faisant allusion à Lewis Carroll et à Yeats. Ce n'est qu'à travers le miroir que nous pouvons voir tous les contours du spectacle sordide de l'auto-obsession narcissique et de l'auto-justification qu'offre le pire, toujours si plein d'intensité passionnée, tel que le dépeint Yeats. Le pire est toujours plein d'intensité passionnée. Et pourtant, contrairement à Yeats, les meilleurs ne sont pas dépourvus de toute conviction. Ils sont peut-être peu nombreux, mais l'écart par la culture de l'annulation, le cancel culture, mis à l'écart par la cancel culture, mais il voit la bête brute, son heure venue, s'avançant vers Bruxelles et non Jérusalem. Et c'est qui le Heartland? Parce que eux aussi, ils sont des candidats pour être un Heartland. Eux aussi, fonctionnellement, ce sont un peu une sorte de Heartland. Et ici, dans cette petite phrase, il explique que les meilleurs, c'est-à-dire, et qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement dépourvus de toute conviction, parce que c'est plutôt le contraire en général, sont prompts à se rendre compte qu'un système est fini, que son heure est venue, qu'il est temps de tourner la page, etc. C'est pour ça que cet article est classifié dans la catégorie « Ah bah tiens, il l'est pas, il aurait dû l'être », de grands changements. Voilà. Et alors ça, c'est vraiment le truc à dire, parce que quand on arrive à la fin de l'heure de notre petit spectacle,
Autant y aller avec des grandes choses. Cette bande de non-élus de médiocrité insupportable, de Van der Leyden et de Borrell, qui récemment a fait parler de lui encore en étant ridicule, tiens, regarde, je te le mets. Borrell. D'accord, ok. Semble avoir accepté la douloureuse vérité que l'Occident est en train de perdre. Dans cet article, la propagande occidentale mise en échec par Ramzi Barou, qui d'habitude ne s'intéresse pas spécifiquement aux sujets internationaux, mais quand il le fait, c'est toujours avec beaucoup d'intérêt. Bah, notamment, il te parle du fait, le mieux c'est de mettre comme ça. Voilà, on a tous les Borrell. Publication de Borrell est un témoignage de la logique totalement erronée qui a conduit à la perte de la soi-disant bataille des récits. Borrell commence par assurer ses lecteurs sur le fait que, malgré de nombreux intervenants du pays du Sud refusent de se joindre aux sanctions de l'Occident contre la Russie, tout le monde s'accorde à dire que... Voilà, c'était pour dire, quoique dans l'abstrait, sur la nécessité du multilatéralisme, de défendre des principes tels que la souveraineté territoriale. Borrell, comme d'autres diplomates occidentaux, met commodément les interventions répétées et continues de l'Occident dans les affaires des autres nations, tout en dépeignant la guerre russo-ukrainienne. Borrell emploierait-il un langage aussi fort pour décrire de nombreux crimes de guerre en cours dans certaines parties du monde en appliquant les pays européens ou leurs alliés? Parce qu'on peut très bien parler, plein de choses qui ont été dites sur la Syrie, etc. Tout ce qui est négatif, en fait, peut très bien être dit. C'est quand on disait le boucher de Bachar al-Assad pour la Syrie, qui tue ses propres citoyens. L'Ukraine fait ça, mais tout d'un coup, on n'entend plus du tout ces phrases-là. Et pareil pour la Palestine, où on a exactement les crimes qui sont dénoncés dont on accuse la Russie. D'envahir, d'occuper, de tuer, d'exterminer. Et quand ils font ça en vrai, juste à côté, là, en Palestine, tout d'un coup, il n'y a plus personne pour le dire. Donc la question, vraiment, elle devient énormément plus visible quand on voit le contraste entre ce qui est dit et à propos de l'un qui n'est pas concerné et ce qui est fait, alors que c'est justement à eux qu'on devrait dire ce qui est dit aux autres. Tout d'un coup, ça commence à faire mal. Ça commence à être dur à supporter. Et donc Borrell, lui, c'est le gars qui va tenter le tout pour le tout dans le mensonge, en fait. A déploré de nombreux membres du G20 et adhérer à la propagande et aux mensonges venant du Kremlin. Ah, ça c'est vraiment... Mais on se demande pourquoi les gens disent des choses aussi absurdes. C'est parce qu'en haut lieu, il y en a qui les écrivent et qui les disent textuellement. Encore une fois, Borrell était très sélectif dans sa logique. Il n'a fait aucune mention des milliers de sanctions imposées par l'Occident à Moscou, etc. Bref. Et pourtant, il a eu l'audace de réprimander les membres du G20 pour avoir agi d'une manière qui lui semblait axée uniquement sur les intérêts nationaux. Voilà. Bon, il lui a descendu en flèche, c'était pour dire ça. Et nous, on en était là. Cette bande non élue de médiocrité insupportable de Van der Leyden et de Borrell, ce morceau de bois norvégien qui est Stoltenberg, c'est le boss de l'OTAN, lui, qui est complètement... quand t'as pas de cœur, t'as pas de cerveau, hein, c'est pareil. C'est un abruti, c'est tout. Peut rêver qu'elle vit à l'époque d'avant 1914, lorsque l'Europe était au centre de la politique. Pourtant, aujourd'hui, non seulement le centre ne peut pas tenir, ça c'est en rapport avec l'histoire de Yes, mais l'Europe infestée d'eurocrates a été définitivement engloutie par le maelstrom, un trou perdu politiquement, qui flirte sérieusement avec un retour au statut du XIIe siècle. Les aspects physiques de la chute, austérité, inflation, pas de douche chaude, mort par congélation pour soutenir les néo-nazis de Kiev, ont été précédés, sans qu'il soit besoin de recourir à une imagerie christianisée, par les feux de soufre d'une chute spirituelle. Les maîtres transatlantiques
de ces perroquets qui se sont fait passer pour des élites n'ont jamais pu trouver une seule idée à vendre aux pays du Sud, centrée sur l'harmonie et encore moins sur la communauté. Ce qu'ils vendent, via leur récit unanime, en fait, leur version de We Are the World est une variation de Vous ne pouvez rien posséder, vous serez heureux. Pire, vous devrez payer cher pour ça. Et encore plus cher même. Et vous n'avez pas le droit de rêver à une quelconque transcendance. Et que vous soyez adepte de Rumi, de Tao, du chamanisme ou du prophète Mohammed. Les troupes de choc les plus visibles de ce néo-nihilisme, il est bien ce terme occidental réducteur. Il est super bien ce terme, obscurci par le brouillard de l'égalité, des droits de l'homme et de la démocratie, sont les voyous rapidement dénazifiés en Ukraine, arborant le tatouage des pentagrammes. Ce sont eux, ce sont les mêmes. Et ils sont rapidement dénazifiés. Leur petite croyance, elle gicle à la première égratignure. Et donc voilà, le spectacle d'auto-justification de l'Occident collectif mis en scène pour effacer son suicide ritualisé n'offre aucune allusion à la transcendance du sacrifice impliqué par un seppuku cérémoniel. Tout ce qu'ils font, c'est se vautrer dans le refus catégorique d'admettre qu'ils pourraient éventuellement se tromper gravement. Ça, c'est vraiment le refus d'admettre la manière la plus claire et simple de définir l'Occident. C'est ne jamais céder sur quoi que ce soit, sinon tu perds de ton pouvoir et donc tu perds tout. Et t'as pas le droit d'avoir tort. C'est une sorte de discipline, mais du coup en même temps c'est ce qui les enferme dans le fait de toujours, de ne jamais avoir de contradiction et de ne jamais avoir autour d'eux, dans leur environnement, dans leur entourage, d'avoir des gens qui leur disent non, t'as tort. C'est interdit de dire ça. On n'a pas le droit de dire une chose négative à un politicien, par exemple. Tu te trompes, c'est pas ça qu'il faut faire. Même dans les médias, tu leur dis ce que vous dites, c'est faux, c'est prouvé comme faux. T'hésites longtemps avant de leur dire, quand même. De toute façon, c'est limite si ça sert à rien, quoi. Voilà, comment oserait-on tourner en dérision l'ensemble des valeurs issues des Lumières si vous ne vous prosternez pas devant cet hôtel culturel étincelant? Vous n'êtes qu'un barbare prêt à être calomnié, poursuivi, annulé, persécuté, sanctionné, et Imar à la rescousse, bombardé. Les Imar, c'est les bombes qu'ils ont envoyées sur leur propre population en Ukraine. Nous avons toujours, par ce Tintoret de la TikTok, pour dépeindre les multiples maux de l'Occident collectif, dans les chambres dantesques de l'enfer pop. Là, il fait référence à un ancien article où il parlait en référence avec de la musique. Ce que nous avons et devons endurer jour après jour, c'est la bataille cinétique entre leurs grands récits, ou leur récit tout court, et la réalité pure et simple, leur obsession de la nécessité pour la réalité virtuelle de toujours gagner est pathologique. Après tout, la seule activité dans laquelle ils excellent est la fabrication de fausses réalités. Dommage que Baudrillard et Umberto Eco ne soient plus parmi nous pour démasquer leur sordide manigance. Cela fait-il une différence dans les vastes étendues d'Eurasie? Bien sûr que non. Il suffit de suivre la succession vertigineuse de réunions bilatérales, d'accords, d'interactions progressives de la BRI, de l'OCS, de l'UEE, des BRICS+, et d'autres organisations multilatérales pour avoir un aperçu de la configuration du nouveau système mondial. Il y en a qui travaillent vraiment dans la réalité, pendant que d'autres font que de parler et de traiter tout le monde d'imbécile. À Samarcande, entouré d'exemples fascinants d'art timuride et d'un boom du développement qui rappelle le miracle est-asiatique du début des années 90, il est évident que le Heartland est de retour en force et qu'il va certainement envoyer l'Occident atteint de plénoxie dans les marais de l'insignifiance. Je vous laisse avec un coucher de soleil psychédélique face aux résistants sur le fil du rasoir d'une nouvelle sorte d'illumination qui conduit le Heartland vers une version réaliste de Shangri-La, privilégiant l'harmonie, la tolérance et surtout le sens de la communauté.
Ici, pour une fois, Pepe Escobar ne fait pas une fin d'article comment on dit, en, on va dire en tire-bouchon, c'est bien en tire-bouchon. Il aime bien les fins d'article qui explosent. Il aime bien que ce soit vraiment la farce, la bonne blague, ou que ce soit percutant à la fin. Et là, dans cet article, il termine posément. Parce que tout a été dit. Et il a fait référence à l'illumination dont il avait parlé dans l'article précédent. Il a fait référence à il y a des petits mots comme ça à droite à gauche qui sont des références à tous ces articles précédents. Donc pareil, quand il a parlé de l'histoire, tu peux pas lire cet article sans avoir lu les précédents sur l'histoire. C'est toute une suite. Je voulais juste savoir ce que c'était que la plénoexie parce que le désir d'avoir plus que les autres en toutes choses, et cela s'est traduit en pratique par le fait de prendre toujours plus que ce qui nous revient, au moins lorsque l'objet se révèle ingrat. D'accord, pléonexie, eh ben je savais pas. L'Occident atteint de pléonexie dans le marais de l'insignifiance. Magnifique, hein. Eh ben ça, c'est ça la joie de Pepe Escobar. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de bien vous amuser. Salut!